Cette semaine au F5 Podcast, on voit Psychology of Winning de Dr. Dennis Waitley. Un livre de 1979, mais qui est définitivement à jour, où est-ce que on parle un peu, oui, pour les sportifs, mais c'est un petit peu plus pour la vie en général, de voir la vie un peu comme un jeu. L'analogie qu'il utilise, vu que c'est un Américain, c'est que c'est le Super Bowl, puis qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de drill, il n'y a pas de time-out. On est dans notre Super Bowl en ce moment, puis c'est comment maximiser, dans le fond, de ne pas perdre son temps, puis de gagner, de devenir un gagnant. Pas nécessairement en étant le premier sur le podium, mais en s'épanouissant avec notre maximum et notre potentiel. Donc, il dit il y a trois types de personnes dans la vie. Il y a les spectateurs. Il y a les spectateurs, ce n'est pas ceux qui ont peur de rater, c'est ceux qui ont quasiment peur, en fait, de réussir. Ils ne sauraient pas quoi faire avec, ça les stresse trop. Après ça, il y a les perdants. Puis les perdants, pour lui, c'est ceux qui vivent la vie de vouloir être quelqu'un d'autre. Ah, si j'avais plus d'argent, si j'étais comme cette personne-là, si j'étais plus petit, si j'étais plus grand, si j'étais plus fort, si j'étais plus vite. Vous voyez le principe. Puis après ça, les gagnants, c'est ceux qui poursuivent l'excellence. Puis c'est ceux qui se rendent compte qu'il n'y a personne qui peut acheter l'attitude d'un gagnant, il faut l'acquérir. Donc, ce livre, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'avec celui de la semaine passée, The Power of Other, celui-là, Dr. Dennis Waitley, il rentre vraiment à l'intérieur de qu'est-ce que nous, on peut faire pour s'épanouir puis arriver au succès, alors que Power of Other, ça regardait justement plus le côté de comment est-ce qu'on pouvait sélectionner les gens qui étaient autour de nous pour nous aider. Le truc, par contre, qui est intéressant, c'est que les deux parlent du fait que dans Power of Others, on va utiliser les autres, puis là, on va utiliser nous, nos idées, notre visualisation pour être capable de se programmer. Donc, les deux auteurs ont la même vision que, dans le fond, il faut programmer son corps, il faut programmer son esprit. Donc, il utilise 10 caractéristiques qui sont importantes. Je vais vous les dire en anglais, puis il va y avoir une traduction parce que après, la traduction n'est pas exactement pareille que celle en anglais. La première chose, c'est le positive self-awareness. Donc, c'est la conscience positive de soi. Donc, la self-awareness, c'est la conscience de soi au niveau positif après. Donc, comme il dit, il faut se rendre compte qu'on est tous inégaux au niveau biologique, mais on a tous les mêmes droits d'épanouissement de notre potentiel. Donc, là-dessus, il parle beaucoup, en fait, de l'empathie. Si on veut être capable de réussir, il faut être capable de se voir dans l'œil des autres. Comment est-ce que les autres nous perçoivent? Si on était notre mari, notre femme, notre coach, notre coéquipier, notre adversaire, comment est-ce qu'on se voit? C'est de se rendre compte qu'on a souvent tendance à se dire que tous les gens qui nous entourent sont weird, ils sont bizarres. Bien, plus on trouve que les gens autour de nous sont bizarres, plus il faut qu'on se dise que nous aussi, on est bizarres. Donc, pour être capable de mieux comprendre la vie, mieux réussir dans la vie, il faudrait qu'on essaie de comprendre leur côté bizarre, puis leur point de vue, puis comment est-ce qu'eux, ils voient la vie, vu que nous, on trouve ça différent, pour pouvoir l'additionner à ce que nous, on ressent. Donc, il faut savoir que faut développer de l'empathie, puis ça va nous permettre de mieux anticiper notre réaction de fight or flight. Donc, il dit, vu qu'on a évolué dans des endroits qui étaient dangereux, dans pas tant de générations, il n'y a pas tant de générations, il fallait qu'on fasse attention à notre sécurité beaucoup. Et donc, maintenant, on a tendance à réagir de la même façon à un email ou quelqu'un qui nous coupe la rue, comme si c'était genre un tigre qui nous attaquait. Fait que, il dit, pour être capable de se contrôler, puis pas devenir amorphe puis plus réagir, mais il dit pour être capable de se contrôler puis d'avoir une réaction de gagnant qui est une réaction adaptée à la situation. Et non, comme il dit, les perdants, eux, c'est comme si c'était des cavemen. C'est comme si c'était des gens qui vivaient dans l'ère paléolithique, puis dès qu'il y a quelque chose qui leur arrive, c'est fight or flight, ils veulent cogner, ils veulent s'énerver. Bien, on peut utiliser l'anticipation de comment est-ce que les gens vont agir, puis comment est-ce que les gens, avec l'empathie. Donc, comment est-ce qu'ils se sentent en ce moment, puis c'est pour ça qu'ils réagissent de cette façon-là, puis ça va nous aider. Donc, c'est dans le fond aussi de se rendre compte que quelqu'un qui ne lit pas, comme il dit, n'est pas mieux que quelqu'un qui ne sait pas lire. Donc, quelqu'un qui a le potentiel de s'entraîner n'est pas mieux que quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Ça fait réfléchir, ça. Donc, l'idée là, c'est de s'occuper de la cause, puis ça va se charger de l'effet que ça va faire.
En deuxième, il parle du positive self-esteem, donc c'est l'estime de soi positive. Donc, il dit que dans la vie, de plus en plus, les gens ont une perte d'estime d'eux, puis c'est pour ça qu'ils étalent de plus en plus leur richesse. Puis c'est ce qu'il dit dans les années 80, parce que ça date de 1979. Donc, il y a 40 ans, c'était déjà le cas. Il disait, on voit de plus en plus de gens qui veulent le plus gros char, la plus grosse maison, les meilleurs vêtements, ci, ça. Puis ça, c'est souvent ce qu'il dit, c'est relié au fait qu'ils ont une très faible estime d'eux. Plus on a une estime de soi qui est forte, moins on a besoin de convaincre les autres de notre propre valeur parce qu'on connaît sa valeur. Ça ne veut pas dire justement qu'on ne gagne pas d'argent. C'est pas l'idée genre, si vous avez une bonne estime de vous, ben, vous n'avez pas besoin de gagner d'argent ou de gagner de compétition. Ça veut juste dire qu'on n'est pas esclave de faire ça pour que les autres, pour qu'on ait l'air de quelqu'un dans l'œil des autres. Donc, le succès amène tout le temps du succès. Puis, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut commencer par des petits succès. C'est ce qu'ils appellent en anglais, dans le fond, Mastery Experience. C'est petit à petit, on se donne des tout petits objectifs, qu'on continue à réussir, qu'on réussit. Puis plus on a du succès, vu qu'on n'essaie pas d'avoir du succès pour impressionner les autres, mais pour s'accomplir nous, mais plus on commence à avoir justement des beaucoup plus gros succès, parce que c'est l'accumulation de tous nos petits succès. Ce qui fait que les autres deviennent jaloux d'ailleurs de ce qu'on réussit et ne comprennent pas qu'on n'a pas commencé par une grosse compagnie ou par une médaille d'or. On a commencé par des petits succès qui étaient peut-être juste de réussir son premier pull-up, exemple, si on regarde dans le monde de l'entraînement. Donc, c'est la caractéristique première des gagnants, c'est qu'ils vont focuser sur tous les succès passés, tous les petits succès qu'ils ont eus, au lieu que, comme les perdants, qui focusent sur la possible défaite qui s'en viennent parce qu'ils se rappellent de toutes les choses qu'ils ont ratées avant. Donc, c'est le même principe que dans le livre de Ray Dalio, Principles. L'idée, c'est d'utiliser des principes pour prendre des décisions au lieu d'utiliser l'émotion et d'apprendre, dans le fond, à, comme dirait Reggie, s'aimer soi-même. Comme dans le Power of Others, ils disent que ça, c'est les autres qui peuvent nous aider aussi à commencer à comprendre comment on peut s'aimer, mais que la plupart des gens qui ont une faible estime de soi, vous allez remarquer qu'ils ne sont même pas capables de prendre un compliment. Quelqu'un va leur dire « Ah, wow, tu as fait un bon workout aujourd'hui », ils vont dire « Ah, j'étais chanceux », au lieu de dire « merci ». Fait que c'est d'apprendre à dire merci. C'est d'apprendre à simplement accepter que c'est correct d'avoir du succès, puis de tranquillement bâtir cette estime qu'on a. Puis comment est-ce qu'on fait pour faire ça au lieu d'essayer d'être en compétition tout le temps avec les autres puis de vouloir montrer qu'on est meilleur, qu'on a plus d'argent? Bien, c'est de setter ses propres standards par rapport à se comparer avec les autres. C'est un petit peu ce que je fais en ce moment. J'avais beaucoup de mal à lire, puis ça me complexait parce que tout le monde parlait de « Ah, j'ai lu tel livre, si ça. » Puis ça, moi, ça me prenait avant là, des mois pour finir un livre. Puis il fallait vraiment que je sois intéressé. Exemple, j'ai lu le livre de la biographie de Steve Jobs, ça m'a pris, je pense, 4 mois. Puis, ça me décourageait parce que je me disais, je ne suis pas capable de me mesurer aux autres. Quand j'ai commencé à setter un standard pour moi-même, ben maintenant je suis capable de lire un livre par semaine, mais ça a commencé par des tout petits succès de juste lire, exemple, 10 pages par jour de façon constante. Puis après ça, on augmente. Puis là, maintenant, quand les gens regardent, j'ai plusieurs d'entre vous qui me parlent du podcast, qui disent « Hey, wow, comment est-ce que tu fais pour lire un livre à chaque semaine? » Bien, parce que maintenant, vous voyez juste la pointe de l'iceberg, mais ça a commencé il y a longtemps. Puis ça a été de la discipline, puis ça a été un petit succès à la fois pour que je commence à avoir confiance en moi. C'est que je sette mon propre standard au lieu de me comparer aux autres. Après ça, il y a le positive self-control, donc le contrôle de soi positif. Ça rapproche, il commence à se rapprocher aussi beaucoup du livre Extreme Ownership de Joko, que l'idée, c'est que les gagnants, ils créent l'avenir au lieu de laisser les choses arriver. Puis ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps sur le cas de quelqu'un parce qu'ils veulent que ça arrive et ils deviennent achalants avec ça. Ça veut dire qu'ils se pensent sincèrement en contrôle de leur destinée, du moins jusqu'à un certain point. Puis, c'est extrêmement important de se sentir qu'on est responsable de ce qu'on arrive, donc des bons coups et des mauvais coups, parce que c'est ça qui nous permet d'atteindre le bonheur, qui nous permet d'être heureux. Puis surtout que c'est ce qui nous permet de rester positif,
puis de rester aussi motivé à vouloir continuer à pousser. Parce que dès qu'on commence à penser qu'on a zéro contrôle sur quelque chose, c'est là que ça dégénère. Puis il y a même des études dont ils parlent, qu'on regardait pour les gens qui sont extrêmement malades. Tous les grands malades qui acceptent leur condition du fait qu'ils ont eu un rôle à jouer pour cette condition-là, bien, ils ont beaucoup plus de chances de guérir que ceux qui nient complètement toute ownership de cette maladie-là. Donc, il faut se rendre compte aussi qu'on a tendance à tout le temps dire « Ah, je suis obligé de faire ça. Il faut que je fasse ça. » Puis lui nous dit « On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est tout le temps une décision. » Et si on commence à toujours voir ça et utiliser le vocabulaire qui nous rappelle que c'est des décisions, exemple, que c'est une décision de manger ou de ne pas manger, c'est une décision de dormir ou de ne pas dormir, de se lever le matin puis d'aller travailler, de payer ses impôts ou de ne pas payer ses impôts, c'est parce qu'on préfère faire ça que faire autre chose. Donc, au lieu de dire « Ah non, je ne peux pas me permettre ça », on pourrait dire « Non, mais c'est parce que je préfère garder mon argent pour telle chose, pour des compétitions, exemple, en CrossFit. » Au lieu de dire « Ah, moi, je ne peux pas aller à Disney World. » Non, 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 c'est une décision qui te rapproche de tes objectifs. Puis plus vous allez prendre le contrôle, dans le fond, de ce que vous faites dans la vie, plus vous allez être capable d'atteindre vos objectifs. Donc, il faut changer notre discours. Il faut dire des choses comme « Je veux faire ça. Je préfère faire ça. J'aime faire ce que je fais. C'est un choix de faire ce que je fais. » C'est pas parce que tout le monde a des coups durs, puis on le sait encore plus, notre génération avec le COVID, surtout ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui ont perdu leur emploi, bien, ça arrive à tout le monde. Puis c'est pas ce qui est en train d'arriver qui est important, c'est comment est-ce qu'on le prend. C'est comment est-ce qu'on décide d'interpréter qu'est-ce qui arrive. Puis on peut l'interpréter comme un défi, puis une opportunité de se dépasser, puis de changer même potentiellement de carrière, où on peut s'abattre sur notre sort, puis dire qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, puis c'est la fin du monde. Donc, il donne un défi de 30 jours de se donner à 100%, ou dans notre job, dans notre famille, dans notre training, dans notre nutrition, dans quoi que ce soit qui est important pour nous, qu'on dit qui est important. Bien, pour vrai, donnez-vous juste un mois où est-ce qu'à 100% vous vous donnez. Comme j'ai fait, exemple, pour mes résumés, un mois. Puis après ça, vous allez voir, on a l'énergie de faire un autre mois, Mais ce qu'on arrive à accomplir dans ce mois-là en se donnant à 100% au lieu de se donner à 50% comme on a tendance à tout en faire puis trouver des excuses, c'est assez hallucinant, vous allez voir. Numéro 4, Positive Self-Motivation. Fait que c'est la motivation de soi de façon positive. Pour lui, la motivation, c'est un état émotionnel. Puis c'est un état émotionnel qui peut être créé par deux choses, la peur ou le désir. La peur, c'est extrêmement négatif, ça devient destructeur, puis ça mange nos rêves. Le désir, c'est comme un énorme gros aimant positif qui nous permet de tout attirer ce qu'on veut, puis un des plus grands motivateurs. La peur, c'est ce qui nous fait regarder le passé. Le désir, vous pouvez voir, c'est ce qui nous fait regarder le futur, puis focuser vers le positif. La peur, on regarde nos défaites, puis on se dit pourquoi on ne devrait pas le faire. Puis le désir, on se rappelle qu'on est quelqu'un qui a du succès, puis on voit le succès qu'on va avoir plus tard, puis c'est comme si on l'avait tout de suite. Donc, le désir, c'est en fait l'état émotionnel qu'on a entre où est-ce qu'on est en ce moment, puis où est-ce qu'on désire aller. Ça nous fait focuser sur des solutions au lieu d'essayer d'expliquer les concepts des problèmes qu'on a. L'idée, c'est que si on voit son cerveau comme une amphore, comme un gros vase, mais la plupart des gens, on a 50-50. On a 50% de pensées qui sont positives, 50% de pensées qui sont négatives. Lui, il dit qu'il faut essayer de le remplir de pensées qui sont positives parce qu'on obtient ce à quoi on pense. Puis vous l'avez sûrement déjà vécu, qu'on se dit, exemple, on joue au mini-pot, puis on se dit, il faut juste pas que je rate. Il faut juste pas que je rate ce coup-là. Ou il faut juste pas que... Puis là, boum, un coup ultra facile, on le rate. Parce qu'on se dit, il faut juste pas que je l'envoie à droite. Il faut juste pas que je l'envoie à droite. Fais tout sauf l'envoyer à droite. Pour finir, on l'envoie à droite. Parce que quand ça occupe notre pensée, c'est ça qui va arriver. Donc, c'est pour ça qu'on dit à quoi penser et non à quoi ne pas penser. C'est pour ça qu'un bon coach ne va pas dire « tire pas avec les bras », mais va dire « garde les bras longs ». Ou un bon coach ne va pas dire « va pas sur les orteils », mais va dire « appuie les talons à terre ». Il faut toujours remplir son cerveau de qu'est-ce qu'on veut qui arrive, pas qu'est-ce qu'on veut pas qui arrive. Rappelez-vous que la peur,
c'est jamais une raison d'abandonner, c'est juste une excuse qu'on utilise pour abandonner. Les gagnants, ils acceptent la peur, ils acceptent le stress. C'est stressant de faire des choses, c'est stressant de faire un résumé pour vous, puis de se faire juger, puis de recevoir des emails qui pourraient me dire que c'est bon ou que c'est pas bon. C'est stressant de faire ça. Sauf que les gagnants, ils apprennent à voir ça comme une motivation. Donc, on le fait quand même. Faut arrêter, dans le fond, ce que Dr. Dennis Whitley dit, c'est arrêter d'avoir peur d'avoir peur. Il faut juste le faire. Le succès, rappelez-vous, n'est pas réservé à ceux qui ont du talent, mais c'est à ceux qui ont de la drive. Donc, c'est ceux qui vont continuer à le faire. Numéro 5, positive self-expectancy. Donc, c'est d'avoir des attentes pour soi qui sont positives. Plus, ça c'est spécial parce qu'on en parlait énormément quand je faisais du bateau à voile. Quand on fait du bateau à voile dans n'importe quel sport, la chance est importante. En bateau à voile, on a l'impression que la chance a un gros rôle, surtout quand on est moins bon, mais on s'aperçoit assez vite que plus on est bon, plus on est chanceux. C'est exactement ce qu'il dit. Plus on est bon, les meilleurs ont tout le temps plus de chance. Mais en fait, c'est parce que la chance, c'est l'intersection entre la préparation et la conscience. Si on n'est pas préparé, on ne sera même pas capable de voir l'opportunité qu'on a devant nous. Donc, ce n'est pas tant que ça arrive plus aux gens qui sont bons, c'est que ceux qui sont bons, ils ont tellement de préparation qu'ils sont capables d'être conscients de la chance qu'ils ont, qui sourit devant eux, de l'événement, de la façon qu'ils vont interpréter l'événement qui arrive. Donc, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui nous attend, puis on ne reçoit pas toujours qu'est-ce qu'on devrait, mais on reçoit presque toujours ce à quoi on s'attend. Puis c'est exactement le cas qu'on étudie, exemple, la médecine vaudou. Pour que la médecine vaudou, ça fonctionne, il faut premièrement que la personne y croit, puis deuxièmement qu'elle soit consciente qu'on lui ait fait un sort. Ça ne marche pas si elle ne sait pas qu'on a fait un sort, puis ça ne marche pas si la personne n'y croit pas. Mais c'est le self-prophecy, c'est les prophéties auto-réalisantes, et ça, c'est extrêmement fort dans le corps humain. Il y a même des livres qui ont été écrits comme You Are the Placebo, qui parlent du fait qu'une grande partie de ce qu'on reçoit comme médicament, et c'est un effet placebo. Une des grandes parties. C'est ça, donc c'est dans notre cerveau. Les gagnants voient toujours les problèmes comme des opportunités, puis ça les met au défi au niveau de leurs habiletés puis de leur détermination. Puis si vous vous rappelez, dans le fond, c'est un peu ça qu'il y a dans les commandements d'à peu près n'importe quelle grande religion. C'est de voir l'adversité comme un défi qui met à l'épreuve notre foi dans ce cas-là, pour un sportif, notre détermination de vraiment vouloir notre objectif. Donc, être optimiste, faut voir que de ce côté-là, ce qu'il dit, c'est que plus on est optimiste, l'optimisme, c'est exactement comme un feu de forêt. Ça se sent bien avant de voir le feu de forêt. Donc, plus on est optimiste, plus on attire des gagnants avec nous. Le corps exprime toujours ce que l'esprit finit par penser. Numéro 6, positive self-image. C'est l'image de soi qui est positive. Puis là, c'est assez intéressant parce qu'on en a parlé beaucoup dans le livre aussi, Conscious. Stephen Hawking en parle aussi, tous les grands penseurs, la relativité. C'est qu'on ne réagit pas à la réalité même. On réagit à l'interprétation et la perception qu'on a de cette réalité-là. On n'est pas limité dans le fond parce qu'on pense qu'on est, mais on est limité parce qu'on pense qu'on n'est pas. Quand les gens disent « moi je ne suis pas intelligent, moi je ne suis pas fort », ça c'est beaucoup plus fort que de penser moi je suis fort ou moi je suis intelligent. Ce qu'on pense qu'on n'est pas nous influence énormément. C'est un peu comme dans Culture Code, il parle de la suggestion. Donc, le pouvoir de la suggestion, il parle des fameuses études où est-ce qu'un professeur dit à sa classe que tous les élèves qui ont les yeux bleus, c'est reconnu médicalement et scientifiquement, sont supérieurs à ceux qui ont les yeux bruns. Puis dans 2 semaines, tous les élèves qui ont les yeux bleus sont meilleurs. Puis après ça, 1 mois après, il leur dit « Ah, je me suis trompé, l'étude est fausse. C'était les yeux bruns qui sont meilleurs que les yeux bleus. » Et dans 2 semaines, tout est inversé. Donc, le pouvoir de la suggestion est vraiment, vraiment fort. Un peu comme dans Conscious, sauf que ça a été fait il y a plus longtemps, donc il n'a pas exactement le même vocabulaire qu'on utilise pour la conscience, mais lui, il parle on a un juge dans notre cerveau, puis on a un robot.
Le juge, c'est ce qu'on pense qui est notre conscience. Donc, quand on se dit « je vais faire ça », c'est notre juge qui parle. C'est le jugement qu'on a si on est en train de jouer au tennis, puis on se dit « je vais faire tel jeu » ou « je vais réagir de telle façon ». Puis le robot, dans le fond, c'est ce qui est automatique, ce qui se fait sans qu'on y pense. C'est on s'en va analyser toutes les dernières occasions qu'on a eues, toutes les expériences passées, puis ça arrive avec une réponse. Puis l'erreur, c'est de penser que notre juge est capable de prendre des décisions sans le robot. En fait, très souvent, c'est juste le robot qui prend des décisions. Puis quand c'est le juge qui prend une décision, il a été parlé au robot, puis c'est le robot qui lui a donné la réponse. Donc, c'est exactement comme dans la plupart des autres livres que j'ai résumés. Il faut apprendre à se programmer. Il faut voir comme Ray Dalio dit, notre ordinateur. Donc, notre cerveau, c'est comme un énorme ordinateur. Une compagnie, une équipe sportive, c'est comme un énorme ordinateur. Puis, il faut le programmer. Parce que le robot, c'est lui qui prend presque toutes les décisions qu'on fait. Et donc, si on a une mauvaise programmation, on va prendre les mauvaises décisions malheureusement, puis c'est pas ça qu'on veut. Puis on ne fait pas la différence en fait entre ce qui est bon, ce qui est mauvais quand on programme. L'ordinateur, lui, il se programme. Pire que ça, notre cerveau ne fait pas la différence en qu'est-ce qu'on imagine, si on l'imagine de façon vivide, fait que vraiment avec l'ouïe, avec la vue, avec l'odorat, avec le toucher, on voit, avec l'ouïe aussi, je l'ai dit, on ne voit pas la différence. Notre cerveau ne fait pas la différence entre ses pensées et ses images, et dans le fond, ses mémoires synthétiques ou ses expériences synthétiques qu'on a synthétisées nous-mêmes et la vraie chose. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc, comment est-ce qu'on peut programmer notre robot? Dr. Dennis Waitley dit on peut utiliser la visualisation. Puis si on ne le fait pas, vous avez remarqué qu'il y a ce qu'on appelait, nous, en voile, le picking order. Il en parle de ça. C'est que dans le fond, si moi, je suis quelqu'un qui finit toujours en milieu de flotte, mais si je me retrouve premier dans une des courses, il y a des bonnes chances que ça me stresse, que je regarde en arrière, que je me demande combien de temps je vais rester premier avant que quelqu'un me batte, puis que je devienne plus confortable presque quand je recule, puis je finis à un tiers de la flotte. Je me dis, c'est pas pire pour moi, c'est un peu mieux que d'habitude. Donc, on a tendance à tout le temps trouver des façons pour terminer comme on termine tout le temps et être confortable là. Et pour ça, dans le fond, il faut changer notre script. Il faut se dire des choses comme moi, je suis habitué à être premier. Ou si c'est des habitudes de vie, moi, je ne mange pas de sucre. Ou moi, donc on n'est pas en train de se battre à dire il ne faut pas que je boive ce soir. C'est comme non, on a changé notre script. Nous, on est quelqu'un qui ne boit pas. On ne boit pas pendant la semaine. That's it. On change notre script. Puis c'est comme ça qu'on arrive à se programmer différemment. 7e, positive self-direction. Fait que c'est la direction de soi de façon positive. C'est intéressant son analogie. Dans le fond, il dit notre cerveau, notre robot, c'est un peu comme un missile à tête chercheuse. Puis si on ne lock pas une cible, il fait juste tourner en rond, puis ça se peut même qu'il s'autodétruise à un moment. Donc, il faut absolument rentrer des données précises de c'est quoi notre objectif pour notre robot, c'est comment est-ce qu'on veut le programmer, puis qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Parce que sinon, on va juste errer dans le fond de journée en journée sans s'améliorer, sans faire quoi que ce soit. Donc, il donne l'exemple qu'il y a dans les camps de concentration, tous ceux qui ont survécu, c'est parce que c'est des gens qui avaient une énorme raison de vivre. Tous ceux qui étaient juste là et puis qui n'arrivaient plus à trouver une raison de survivre, qui faisaient juste vivre les événements, sont tous morts extrêmement rapidement. C'est un peu le même principe aussi. Il y a des études que quand on demande à quelqu'un qui travaille fort pendant 30 ans, c'est quoi son objectif à la retraite ou c'est quoi son objectif de travailler fort, puis quand ils répondent, c'est juste de rien faire à ma retraite, en moyenne, ils meurent dans les 7 premières années de leur retraite parce qu'ils n'ont plus d'objectif en fait. J'aime beaucoup son exemple avec la voile. Dans le fond, il parle de capitaines de navire. Ils disent qu'il faut se rendre compte que les capitaines de navire, ils veulent aller dans un port et 99% du trajet, ils le font sans voir ce port. Des fois, ils traversent des tempêtes, il y a des vagues, il y a des vents, il y a toutes sortes, il y a de la brume, toutes sortes de problèmes, mais ils continuent à savoir que s'ils vont dans la bonne direction puis qu'ils utilisent leurs instruments à leur disposition, un jour, ils vont voir le port puis ils vont arriver à l'endroit où ils veulent arriver. Puis, dans le fond, c'est que c'est ça. Il faut des données précises pour aller vers cet objectif qu'on ne voit pas nécessairement. 99% du temps, comme les marins, vous ne voyez pas nécessairement le port où est-ce que vous voulez aller ou la bouée où est-ce que vous voulez aller. Sauf que vous savez qu'en continuant ce que vous faites, vous allez l'atteindre. Donc, la plupart des gens passent
il faut se rendre compte que la plupart des gens passent beaucoup plus de temps à planifier un party de famille ou un party de Noël que de planifier leur vie. Donc, ils n'ont pas de data. Leur missile à tête chercheuse, il ne sait pas c'est quoi qu'il veut faire puis c'est quoi qu'il devrait faire. Sans plan, on devient tout mélangé, puis encore plus, on se met à devenir mélangé pour des objectifs qu'il y a des gens qui nous imposent ou qu'on ne voulait même pas, mais qui font juste passer par là, puis on les attrape, puis on commence à avoir des objectifs qui n'ont pas rapport avec ce que nous, on veut faire. Sauf que notre robot se met à rechercher ces objectifs-là, comme peut-être qu'on se met à acheter plein de souliers super chers, puis on ne sait même pas pourquoi. Donc, il faut apprendre à programmer notre par défaut. Quand on ne pense pas c'est quoi que je fais par défaut, mais ça, c'est notre robot qui parle. Si vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous faites par défaut? Comment est-ce que vous faites pour le savoir? Quand vous êtes un peu fatigué, quand vous êtes dans un workout puis vous manquez d'oxygène, c'est quoi vos pensées? C'est comment est-ce que vous réagissez? Si vous n'aimez pas ça, c'est le temps de reprogrammer son robot. En 8e, positive self-discipline. Fait que c'est la discipline de soi positive. C'est bien beau jusqu'à maintenant, on parle tout de faut être positif, il faut visualiser, on fait juste programmer, tout fonctionne bien, sauf que sans la discipline, il n'y a rien qui arrive. Ça, je trouve ça très intéressant qu'il parle de ça parce que c'est définitivement quelque chose que personnellement, je crois aussi. La discipline, c'est ce qui nous permet de créer des nouvelles habitudes. On a parlé dans Power of Habits. Par contre, il faut savoir que c'est très difficile, c'est pour ça qu'il faut de la discipline parce que nos vieilles habitudes, elles ne disparaissent pas, elles sont là. Nos vieilles lignes de programmation, elles sont là. On peut juste programmer par-dessus. Et donc, notre image de soi, elle va rester pendant très longtemps biaisée. Exemple, pendant super longtemps, je pesais vraiment pas lourd parce que je faisais du bateau à voile. Et même quand j'ai commencé à prendre un petit peu plus de poids, un petit peu plus de force, je me voyais encore comme quelqu'un qui était léger et pas fort. Donc, ça prend longtemps, ça prend de la discipline à continuer dans cette programmation, dans cette nouveauté qu'on veut atteindre vers notre objectif parce que sinon, on va abandonner même si, en fait, tous les autres se disent « mais c'est bizarre qu'il abandonne parce qu'il était rendu très proche de son objectif. » Même peut-être dans leur tête, ils pensent qu'on a atteint notre objectif. Sauf que dans notre tête, ce n'est pas encore changé. Donc, la visualisation, encore une fois, ça va nous aider à créer ces nouvelles habitudes-là. Il donne l'exemple qui a été fait, c'est une équipe de basket. Ils prennent 3 groupes. Un groupe qui arrête de pratiquer ses 3 points pendant 1 mois. Un autre groupe qui pratique ses 3 points, je pense que c'était 1 heure par jour ou 45 minutes par jour pendant 1 mois. Puis après ça, ils prennent un autre groupe où est-ce qu'eux sont forcés à faire 1 heure par jour, donc le même temps que le groupe qui pratique pour vrai, mais seulement dans leur tête. Puis ils se rendent compte que l'efficacité de ceux qui ont travaillé juste en visualisation était meilleure. Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est perfect practice that makes perfect. C'est parce que quand on pratique dans notre tête, c'est facile de jamais rater de 3 points. C'est facile de voir tout ce qui devrait arriver parfaitement. Et c'est ce qu'il dit, c'est que dans le fond, la pratique à l'intérieur de soi, il appelle ça practice within, when you can't practice out. Donc, on se pratique à l'intérieur quand on n'est pas capable de se pratiquer avec le vrai objet. Bien, c'est d'autant plus utile, puis des fois encore mieux. Il donne l'exemple aussi de prisonniers qui ont appris à jouer de la guitare sans jamais toucher une guitare. Quand ils sortent de prison, ils étaient capables de le faire parce qu'ils l'ont travaillé juste dans leur esprit avec des fausses guitares en cure-dents, exemple. Donc, la pratique à l'extérieur est super importante. C'est pour ça aussi que les simulateurs sont super importants. C'est pour ça qu'il y a plein de jeux vidéo qui sont quand même des simulateurs qui peuvent être intéressants, qui peuvent quand même nous apprendre à faire des choses extraordinaires. En 9e position, Positive Self-Dimension, donc la dimension de soi positive. Le meilleur exemple d'un gagnant, c'est celui qui gagne l'amour et le respect des autres compétiteurs. Ça, on disait tout le temps ça en voile. Le vrai gagnant n'a pas gagné s'il a perdu le respect des compétiteurs en gagnant la course parce que c'est un sport où est-ce qu'on est autogéré et donc c'était ultra important pour nous de gagner le respect des compétiteurs. Mais là-dedans, c'est justement ce qu'il dit. Donc le self-dimension, c'est de comprendre que d'abord, on s'occupe de sa famille, de ses amis, de ses enfants, de ses partenaires d'entraînement avant même de s'occuper juste de ses objectifs. C'est un peu, là, ça rejoint le power of others. C'est qu'on va aussi jouer notre rôle pour que les autres gagnent aussi. C'est le double gagnant. C'est je t'aide à gagner parce que je suis gagnant quand tu gagnes aussi. C'est apprendre à vivre le moment présent parce que pour lui, le moment présent, c'est la chose qui est la plus importante. Comme on l'a vu avec Stephen Hawking, en fond, c'est un peu comme la 4e dimension. C'est quelque chose qui a été créé
en même temps que le début de l'univers. Ça appartient à notre univers et c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas mettre sur pause, avec lequel on ne peut pas retourner en arrière, du moins pour le moment. Et donc, vivre le moment présent, c'est ultra important. Puis ce qu'il dit, c'est qu'il faut apprendre cette valeur du temps-là. Il y en a qui ont besoin d'avoir des moments, des choses assez difficiles à vivre, comme perdre un proche. Mais des fois, ça peut juste être de s'habituer à s'apercevoir que quand je revois un ami, puis j'ai l'impression de voir que c'est comme s'il l'avait vu hier, mais pour finir, il a vieilli de 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, d'être comme « wow ». Peut-être qu'il faudrait que je profite un petit peu plus du moment présent, parce que c'est la seule chose qu'on peut changer, c'est la seule chose sur laquelle on peut vraiment avoir un impact. Donc, c'est ce qu'il dit encore une fois avec son analogie. C'est la même chose. C'est le Super Bowl maintenant. C'est Today, not tomorrow. TNT, c'est ce qu'il dit. Donc, aujourd'hui, pas demain, parce qu'on n'a pas de time-out, on n'a pas de pratique, c'est pas un drill. Notre vie, c'est notre vie, puis c'est notre Super Bowl, c'est notre Coupe du Monde, c'est nos Jeux olympiques, puis elles sont en train de se vivre en ce moment. Donc, continuer à apprendre du passé, c'est clair, pour ne pas répéter les erreurs, mais le but, c'est d'avancer vers l'avenir en vivant aujourd'hui. Numéro 10, Positive Self-Projection, fait que c'est la projection de soi. C'est le fait que les gagnants, c'est des gens qui sont... On a toujours l'impression qu'ils sont à leur 100%, parce qu'ils se présentent tout le temps bien, ils se tiennent tout le temps droit. Puis c'est parce que c'est leur façon d'être. C'est des gens qui savent que le langage universel, c'est de sourire. C'est d'avoir un sourire relax puis de se présenter en offrant son nom en premier avec une bonne poignée de main ou en ce moment, genre un fist bump vu qu'on est dans le temps du COVID. Sauf que c'est des gens qui ont compris le langage universel, le langage non verbal et donc qui essayent que leur première impression soit naturelle, oui, mais dans le bon sens. Parce qu'ils savent que la première impression, c'est souvent comme ça qu'on juge une personne. Donc, on va essayer de faire un bon impact la première fois pour qu'ils nous voient sous notre vrai jour. Pas en mentant, mais vraiment pour se présenter de la bonne façon, mais pas qu'on ait besoin de faire du rattrapage après. Donc, ce qu'on dégage, c'est ce qu'on ressent. Puis quand on se sent bien dans sa peau, bien, tout d'un coup, les gens trouvent qu'on est plus attirant. Quand on se sent fort, bien, les gens trouvent qu'on est plus fit. Donc, c'est super important de bien se sentir. Comme il dit, il y en a, bien, certains ils ont besoin de juste être bien habillés, d'autres, c'est la coupe de cheveux, d'autres, c'est d'être en forme. Comme moi, si je suis en forme, je me sens tout le temps bien. Donc, les gagnants, ils savent que aussi, c'est important d'écouter parce que celui qui parle, il n'apprend pas autant que celui qui écoute. Donc, il faut apprendre à accepter le point de vue des autres, même si c'est complètement contraire à ce qu'on connaît, mais on peut apprendre de cette personne-là. Rappelez-vous, on n'est pas la seule, c'est pas les autres qui sont weird, on fait partie des gens qui sont bizarres aussi. Et donc, comme Ray Dalio dit, c'est d'avoir un gentleman disagreement. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend en écoutant le point de vue des autres. Ça ne veut pas dire qu'on leur donne nécessairement raison, mais on n'écoute pas juste son point de vue, on écoute celui des autres aussi. Donc, à la fin du chapitre, il a beaucoup de chaque chapitre, en fait, il y a souvent une dizaine de choses qu'on peut faire dans la vie pour, dans le fond, appliquer la méthodologie de Psychology of Winning. Donc, c'est un livre qui est super intéressant pour ça, parce que c'est un livre qu'on peut relire rapidement, parce qu'à la fin de chaque chapitre aussi, il y a comme une page de résumé. Donc, en fait, il y a une dizaine de pages de résumé pour les 10. Donc, c'est quelque chose qui se relie facilement. C'est quelque chose qui peut nous mettre au défi aussi, parce qu'il y a plusieurs petits défis, comme je vous dis, à la fin de chaque chapitre. Des choses comme apprendre quelque chose de nouveau, casser sa routine, aller chercher un mentor dans quelque chose qu'on veut apprendre, etc. Donc, c'est un livre très intéressant. Je suis toujours surpris quand je lis des livres qui ont l'air d'avoir été écrits l'année passée, puis pour finir, ils ont été écrits il y a 41 ans. Ce qui nous montre que assez souvent, on n'a rien inventé. C'est juste du recyclage d'idées qui existaient déjà ou est-ce qu'on les met au goût du jour. Donc, continuez à apprendre, continuez à pousser vers vos objectifs. Puis si on mixe ce qu'on a vu la semaine passée puis cette semaine, entourez-vous de gagnants. Puis là, vous avez les outils cette semaine pour vous jouer votre rôle de gagnant dans votre groupe pour qu'on aille tous plus haut, plus loin. Bonne semaine. Let's go!